Ce 22 octobre, la France célèbre le 104e anniversaire de Georges Brassens, né à Sète en 1921. Plus de 4 décennies après sa disparition, son nom résonne encore comme celui d'un poète libre, d'un troubadour des mots simples et vrais. Derrière la moustache célèbre, la guitare en bandoulière et le regard rieur, se cache pourtant un homme d'une étonnante pudeur, farouchement attaché à son indépendance et parfois rongé par une solitude qu'il préférait taire. Brassens n'était pas qu'un chanteur, il était un esprit en rébellion permanente contre les carcans sociaux. Enfant de la Méditerranée, élevé dans un milieu modeste, où l'humour et la tendresse faisaient office de rempart contre la misère, il forge très tôt sa vision du monde. L'école l'ennuie, les uniformes l'agacent. Il préfère les mots, les vers, les amitiés indéfectibles. À 20 ans, il monte à Paris, fuyant la guerre et rêvant de poésie. C'est là qu'il découvre l'univers de Montparnasse, les cafés enfumés, les débats houleux et cette bohème qui deviendra sa seconde patrie. L'homme qui écrira La mauvaise réputation où les copains d'abord ne croient ni en Dieu ni en la gloire, encore moins aux institutions. Il revendique le droit de penser à contre-courant, d'aimer sans promesse et de chanter sans contrainte. Son anticonformisme, souvent confondu avec de la provocation, n'était en réalité qu'un cri d'authenticité. Brassens disait tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Sa plume, ciselée mais accessible, défiait la bienséance, mais touchait au cœur. L'amour, pour lui, n'avait rien d'un contrat. Il se moquait du mariage, symbole d'un asservissement réciproque. Les gens mariés, disait-il, vivant sous le même toit, mais rêvant chacun ailleurs. Sa chanson, La non-demande en mariage, résume sa philosophie. Aimer sans posséder. Sa relation de près de 30 ans avec Joa Heimann, dite Pupchen, en est la preuve. Pas d'anneau, pas de serment, mais une fidélité silencieuse et solide. Avant elle, il avait déjà connu Jeanne Planche, la compagne bienveillante qui l'hébergea et crut en lui quand personne ne misait sur son talent. Entre ces deux femmes, Brassens navigue avec délicatesse, sans mensonge, mais avec cette pudeur toute sétoise. Il savait aimer profondément sans jamais s'enchaîner. Ce refus de la norme ne s'arrêtait pas à sa vie sentimentale. Brassens vivait simplement, presque en retrait du monde du show-business. Il redoutait les honneurs et méprisait l'argent. Pourtant, ses disques se vendaient à des millions d'exemplaires et ses droits d'auteur, soigneusement gérés, finirent par constituer un patrimoine colossal. Mais lui s'en souciait peu. « Les chansons m'ont donné plus que je n'aurais jamais osé demander », confia-t-il un jour à un journaliste. Derrière cette modestie, il y avait un homme conscient de la valeur de son œuvre, mais rétif à toute forme d'exploitation. Ses textes, il les protégeait jalousement. Ses manuscrits, il les annotait d'une écriture fine, presque scolaire. Ses guitares, ses pipes, ses cahiers noircis de ratures, tout cela formait un univers intime, un sanctuaire réservé aux initiés. Et pourtant, ce sanctuaire deviendra plus tard le champ de bataille d'une querelle familiale sans fin. Quand Brassens s'éteint le 29 octobre 1981 à Saint-Gély-du-Fesque, il laisse derrière lui un vide immense. Pas d'épouse, pas d'enfant. Pas de descendance directe pour prolonger la légende. Seule sa sœur Simone hérite de ses biens, selon le testament rédigé quelques mois avant sa mort. Ce choix, logique pour un homme qui plaçait la loyauté familiale au-dessus de tout, sera pourtant l'origine d'un conflit interminable. Car Brassens, en homme libre, n'avait prévu ni inventaire détaillé ni partage précis. Il n'imaginait pas que ses pipes, ses lettres ou ses partitions deviendraient un jour objet de spéculation ou de procès. Il n'aurait jamais toléré que sa mémoire soit débattue entre avocats. Pourtant, 43 ans plus tard, c'est bien ce qui se produit. La France découvre Médusée que le poète de la tolérance et de la fraternité posthume est devenu, malgré lui, le centre d'une bataille d'héritage d'une rare complexité. Pour comprendre cette guerre moderne autour d'un homme qui fuyait les conflits, il faut d'abord redécouvrir Brassens. Non pas le monument national que l'on célèbre à Sète, mais l'être humain discret, ironique, profondément loyal, qui voulait seulement qu'on le laisse tranquille. Ce chapitre est donc celui de l'homme avant le mythe. De celui qui, sans le savoir, a bâti un empire poétique et moral que d'autres, aujourd'hui, se disputent. L'ironie du sort veut qu'un chanteur ayant consacré sa vie à dénoncer la cupidité et l'hypocrisie se retrouve au centre d'une querelle d'argent. Mais peut-être est cela la preuve que Brassens n'appartenait déjà plus à lui-même. Il appartient désormais à la France, à la chanson et à cette postérité qui transforme parfois les poètes en légendes, puis les légendes en affaires judiciaires. Lorsque Georges Brassens rédige son testament le 21 janvier 1981, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. La maladie ronge le chanteur, affaibli mais lucide. Fidèle à son esprit de simplicité, il ne multiplie ni les clauses ni les précisions. Son document, à première vue clair et concis, stipule que tous ses droits d'auteur, biens immobiliers et objets personnels reviennent à sa sœur Simone. Rien de plus. Pas de liste détaillée, pas d'inventaire, pas d'explication sur la destination de ses souvenirs intimes ou de ses archives.
Ce choix, apparemment logique, allait pourtant ouvrir une boîte de Pandore juridique et familiale, car Brassens, qui n'a jamais eu d'enfant, n'imaginait pas que son immense héritage artistique et les objets qui l'entouraient deviendraient le centre d'un conflit judiciaire sans fin. À sa mort, le 29 octobre 1981, Simone Casani, sa sœur unique, hérite de l'ensemble du patrimoine. Femme discrète, dévouée à la mémoire de son frère, elle gère les affaires avec modestie sans chercher la lumière. Pendant plus d'une décennie, aucun différend ne vient troubler la quiétude de la succession. Brassens repose en paix et son œuvre continue de vivre à travers ses disques, ses rééditions et l'enthousiasme du public. Mais à la mort de Simone, en 1994, la situation change. C'est son fils, Serge Casani, qui devient l'héritier légal. L'homme, aujourd'hui âgé de 77 ans, revendique un double rôle. Gardien du temple et protecteur de l'intégrité morale de son oncle. Pour lui, l'héritage Brassens n'est pas une affaire d'argent, mais une mission de transmission. Il veille scrupuleusement sur les droits d'auteur, refuse toute exploitation commerciale excessive et s'oppose à toute tentative de marchandisation de la mémoire du poète. Son objectif affiché, que l'héritage de Georges Brassens demeure un bien public, accessible et respecté. Mais l'histoire se complique lorsqu'entre en scène un autre nom. Pierre Onténiante dit Gibraltar, secrétaire et ami intime du chanteur. Cet homme fut, pendant plus de 30 ans, l'ombre fidèle de Brassens. Gestionnaire, confident, témoin silencieux de sa vie quotidienne. Entre eux, la complicité était totale. Brassens le considérait comme un frère, un partenaire de confiance. Dans les années 1960, il lui offre d'ailleurs une maison parisienne, geste de reconnaissance envers celui qui l'a épaulé durant toute sa carrière. C'est dans cette maison que se trouvaient, selon la famille Onténiante, plusieurs objets ayant appartenu à Brassens, manuscrits, partitions, pipes, costumes, instruments. Pendant des décennies, ces souvenirs demeurent précieusement conservés, à l'abri des regards comme un trésor familial. À la mort de Pierre Onténiante, sa fille, Françoise, en hérite naturellement. Elle affirme que son père avait reçu ces objets en cadeau ou en dépôt permanent de la part du chanteur. Pour elle, il ne s'agit pas d'un vol ni d'une appropriation, mais d'un legs affectif, la continuité d'une amitié. Le problème, c'est qu'aucun document ne vient confirmer ces affirmations. Aucun inventaire officiel n'a jamais été dressé à la mort de Brassens. À l'époque, la loi ne l'imposait pas pour les successions de ce type. Résultat, impossible de déterminer avec certitude ce qui appartenait encore à Brassens, à sa sœur ou à son entourage proche. Les souvenirs du chanteur deviennent alors des zones grises du droit, objet d'interprétations divergentes et de ressentiments croissants. Dans les années 2000, Serge Casani commence à remarquer que certains objets circulent dans des expositions, parfois mises en avant comme appartenant à la collection Onténiante. Le malaise s'installe. En 2011, il adresse des mises en garde, estimant que ces objets relèvent du patrimoine moral de Brassens et ne devraient pas être vendus ni prêtés sans autorisation. L'affaire reste silencieuse pendant un temps, mais la tension monte lentement, comme une braise sous la cendre. Le véritable point de rupture surviendra plus tard, en 2022, lorsque Françoise Onténiante annonce la mise en vente à l'hôtel Drouot de 404 lots d'objets ayant appartenu à Georges Brassens. Pipes, manuscrits, lettres, partitions, meubles, vêtements, un ensemble estimé à 600 000 €. Pour les fans, la perspective a été bouleversante. Pour les héritiers Casani, c'est une trahison. Car au-delà de la valeur marchande, il s'agit d'un principe. Brassens n'aurait jamais voulu voir ses souvenirs dispersés aux plus offrants. Serge Casani dépose alors une plainte en urgence, réclamant la suspension immédiate de la vente et la restitution des biens. Il invoque à la fois le droit moral de l'auteur, qui demeure imprescriptible, et le respect dû à la mémoire d'un monument national. Cette bataille, qui semblait au départ n'être qu'une querelle de collectionneurs, devient rapidement une affaire d'état culturel. Les médias s'en emparent, les fans s'indignent, et les institutions publiques observent la scène avec gêne. D'un côté, la fille d'un ami fidèle revendique une mémoire privée. De l'autre, le neveu légitime exige la protection d'un héritage public. Entre eux, un flou juridique et émotionnel où se mêlent loyauté, affection, rancune et argent. Ce testament, pourtant limpide en apparence, s'avère ainsi être un labyrinthe. Brassens, qui voulait tout simplifier, a involontairement créé la plus grande confusion. Dans son refus de la paperasse, il a oublié que les hommes, même après lui, ne savent pas toujours vivre en paix. Et c'est ainsi qu'un document signé d'une main tremblante en janvier 1981 s'est transformé, 43 ans plus tard, en un champ de bataille. Le testament du poète s'est mué en symbole, celui d'un monde où la pureté des intentions finit souvent déformée par la complexité des héritages humains. Octobre 2022. Plus de 40 ans après la mort de Georges Brassens, son nom refait brutalement la une des journaux. L'annonce de la mise en vente à l'hôtel Drouot,
célèbre maison d'enchères parisienne, d'une collection d'objets ayant appartenu au chanteur, provoque une onde de choc. Le catalogue, riche de 404 lots, promet un voyage dans l'intimité du poète. Des pipes, ses costumes de scène, des lettres manuscrites, des partitions, des photographies inédites, jusqu'à ses cahiers d'écriture, noircis de ratures et de pensées. Estimation globale, 600 000 €. Pour les admirateurs de Brassens, l'événement a tout d'un pèlerinage artistique. Mais pour sa famille, c'est un sacrilège. Dès la publication du catalogue, Serge Casani, neveu et héritier légal de Brassens, entre en fureur. À ses yeux, ces objets ne peuvent pas être dispersés au hasard des enchères. Ils constituent un patrimoine moral et culturel qui appartient à la France, pas à des collectionneurs anonymes. Il saisit immédiatement la justice afin de bloquer la vente. Pour lui, l'héritage de son oncle doit être préservé dans sa globalité et transmis à une institution publique, comme le musée Georges Brassens de Sète. Face à lui, Françoise Ontaignante, fille du secrétaire et amie intime de Brassens, Pierre Ontaignante, surnommé Gibraltar, défend bec et ongle sa position. Selon elle, son père avait reçu ces objets personnellement du chanteur dans un cadre amical et non professionnel. Elle affirme qu'il faisait partie de la vie quotidienne de la famille Ontaignante, installée dans la maison offerte par Brassens lui-même dans les années 1960. Ses souvenirs, explique-t-elle, sont le témoignage d'une amitié, pas d'un héritage détourné. Mais dans le dossier, un élément fondamental manque. Aucun inventaire officiel n'a été dressé à la mort du chanteur en 1981. Aucune liste, aucune photographie, aucun acte notarié ne permet de déterminer précisément quels objets faisaient encore partie de son patrimoine au moment de son décès. Cette absence de documentation rend la situation inextricable. Les avocats de Serge Casani soutiennent que ces biens, même confiés à Gibraltar, restèrent la propriété de Brassens et auraient dû revenir à sa sœur puis à lui-même. Ils invoquent le droit moral de l'artiste, inaliénable et perpétuel. Nul ne peut vendre ou exploiter une partie de son œuvre ou de ses biens sans l'accord de son représentant légal. Les Ontaignantes, de leur côté, affirment que Pierre avait reçu ces objets de son vivant, parfois en remerciement de services rendus. Certains, disent-ils, étaient déjà exposés dans sa maison avant 1981. D'autres lui auraient été donnés directement. Papa n'a jamais volé quoi que ce soit. Brassens était généreux. Il partageait ce qu'il aimait, déclare Françoise dans un entretien aux Parisiens. Dans les coulisses, la mairie de Sète entre à son tour dans le débat. Son maire, attaché à la mémoire de l'enfant du pays, manifeste un vif intérêt pour l'ensemble de la collection. L'idée, racheter les objets afin de les exposer dans l'espace Georges Brassens, ouvert en 1991. Ce lieu, visité par près de 80 000 personnes par an, retrace la vie et la carrière du chanteur à travers documents, enregistrements et objets d'époque. La ville souhaite éviter que ses souvenirs ne partent à l'étranger ou dans des collections privées. Mais 2 jours avant la vente, coup de théâtre, la justice suspend l'enchère. Le 20 octobre 2022, le tribunal de Paris ordonne la mise sous séquestre judiciaire des 404 lots. Les objets sont immédiatement retirés du catalogue et placés dans un lieu sécurisé en attendant qu'un juge détermine leur véritable propriétaire. Dans le monde des enchères, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. C'est une première, un chanteur disparu depuis plus de 40 ans redevient, du jour au lendemain, au cœur d'un conflit patrimonial d'envergure nationale. Les médias s'en emparent. Les titres fusent, Brassens, la guerre des reliques, les copains d'abord, mais pas les héritiers, le poète en procès posthume. L'opinion publique se divise. Certains soutiennent Serge Casani, saluant sa défense de la mémoire d'un géant de la chanson, d'autres compatissent avec Françoise Ontaignante, évoquant la fidélité indéfectible de son père et la reconnaissance qu'il méritait. Dans les semaines qui suivent, l'affaire prend une tournure de feuilleton judiciaire. Les journaux exhumant les archives, les fans fouillent les photos, cherchant à savoir où et quand les objets apparaissaient pour la première fois. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains parlant même de profanation symbolique. Car au-delà des chiffres, c'est bien l'âme de Brassens qui semble mise aux enchères. Et tandis que les avocats échangent des courriers et que la presse alimente le débat, les 404 objets demeurent enfermés, silencieux, témoins involontaires d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Leurs pipes, leurs guitares et leurs partitions, jadis outils de poésie, deviennent soudain pièces à conviction. Le monde découvre alors que l'héritage d'un artiste, si vaste soit-il, ne repose pas seulement sur ses chansons, mais aussi sur le poids symbolique de ce qu'il laisse derrière lui. Ce scandale Drouot marque un tournant. Il révèle non seulement la fragilité des successions artistiques, mais aussi la difficulté à concilier l'amour, la mémoire et la loi. Brassens, qui se méfiait tant des institutions, aurait sans doute souri ou grincé en voyant que, 40 ans plus tard, ses pipes font l'objet d'une bataille judiciaire. Mais pour sa famille, comme pour ses admirateurs, cette histoire n'a rien d'une chanson. Elle ne parle ni d'amour, ni d'amitié, mais de possession.
de fierté et de justice. Une guerre de souvenirs où chaque camp croit, sincèrement, défendre la vérité de Georges Brassens. Le 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris rend enfin sa décision dans l'affaire Cazzani contre Onténiente. 2 ans d'attente, des dizaines d'audiences préparatoires, des expertises contestées, des dossiers épais de plusieurs centaines de pages. L'audience s'ouvre dans une salle comble. Journalistes, avocats, curieux et passionnés de Brassens se prestent pour assister à ce nouvel épisode d'une guerre qui n'en finit plus. Pourtant, ce jour-là, aucun camp ne sortira vraiment vainqueur. Le président du tribunal prend la parole d'une voix calme, presque solennelle. Le jugement est clair, les 404 lots demeureront sous séquestre, c'est-à-dire conservés par la justice, sans possibilité de vente ni de restitution immédiate, une décision qui, loin d'apaiser les tensions, prolonge le conflit. La justice reconnaît l'existence d'un différend patrimonial majeur, mais estime qu'elle ne dispose pas encore d'assez d'éléments pour trancher sur la propriété des objets. Elle ordonne donc la mise en place d'une expertise indépendante destinée à déterminer, pièce par pièce, l'origine et la légitimité de chaque bien. Pour Serge Cazzani, ce jugement est une demi-victoire. Il empêche la dispersion de la collection, mais ne lui rend rien. L'homme, épuisé par les procédures, confie à Pure People « ça peut durer des années, mais il faut aller jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'on défigure la mémoire de Georges, à ses yeux, le temps importe peu. Seul compte le principe. Brassens mérite la clarté, même posthume. De l'autre côté, Françoise Onténiente encaisse la décision avec amertume. Elle se dit blessée par le soupçon implicite pesant sur sa famille. Pour elle, la mise sous séquestre revient à une confiscation injuste. Ces objets ont toujours été chez nous. Mon père les a reçus, il les a chéris. Il n'y a jamais eu de vol. Elle redoute que cette affaire ternisse l'image de Gibraltar, cet homme de l'ombre qui a tout donné à Brassens. L'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal s'annonce titanesque. Les experts devront examiner un à un les 404 objets, analyser les papiers, dater les encres, retracer les circuits de possession, comparer les photographies d'époque. Chaque pipe, chaque guitare, chaque feuillet devient un indice. Un travail méticuleux, presque archéologique, qui pourrait s'étaler sur plusieurs années. Les premières conclusions ne sont pas attendues avant fin 2025 ou début 2026. Pendant ce temps, le séquestre empêche toute exposition publique. Les objets, stockés dans un lieu secret et sous surveillance, sont inaccessibles, même au musée. La ville de Sète, qui espérait racheter la collection pour l'espace Georges Brassens, se retrouve bloquée. Nous voulions sauver un patrimoine pour le peuple, pas pour des héritiers querelleurs, déplore un élu local. L'affaire, désormais, dépasse le cadre familial. Elle touche à la mémoire culturelle de la France. Les fans, eux, oscillent entre tristesse et incompréhension. Sur les réseaux sociaux, certains réclament une médiation d'État. D'autres dénoncent le silence du ministère de la Culture. Comment peut-on laisser la mémoire d'un tel artiste se réduire à un dossier juridique ? Écrit un internaute. Ce sentiment d'injustice collective grandit à mesure que le temps passe. Brassens, l'homme des copains d'abord, se retrouve malgré lui au cœur d'un duel où l'amitié et la fraternité semblent oubliées. Mais ce jugement révèle aussi la fragilité du droit successoral français lorsqu'il s'agit d'artistes. Les notions de propriété, de legs moral, d'usage ou de dépôt sont souvent floues, surtout quand elles reposent sur des liens affectifs et non contractuels. Brassens, qui détestait les papiers et les signatures, en paie aujourd'hui le prix posthume. L'absence d'inventaire, de certificat ou de clause spécifique laisse le champ libre à toutes les interprétations. Pour les juristes, cette affaire devient un cas d'école. Comment trancher entre héritage légal et héritage affectif ? À qui revient la mémoire matérielle d'un créateur, à ceux qui l'ont aimé ou à ceux que la loi désigne ? Les juges eux-mêmes le reconnaissent. Il n'existe pas de réponse simple. La vérité ne se trouvera pas dans les articles du Code civil, mais peut-être dans la conscience collective de ceux qui admirent encore Brassens. Et tandis que les avocats peaufinent leur plaidoirie, la vie continue à Sète. Les touristes affluent, les chansons de Brassens s'élèvent sur le port, et sur la tombe du poète, les fleurs ne manquent de jamais. Le contraste est saisissant. Au cimetière du Pi, la paix, dans les tribunaux parisiens, la discorde. Ce jugement du 17 janvier 2024 n'aura donc rien réglé, il n'aura fait que reporter l'inévitable, une longue procédure, peut-être sans fin, où les souvenirs d'un homme simple se transforment en enjeux juridiques complexes. Brassens aurait sans doute ironisé « Mourir pour des idées, mais d'accord, mais de mort lente ». C'est exactement ce que semble vivre son héritage, une mort lente dans les méandres de la justice, loin de la poésie et de la tendresse qu'il prêchait toute sa vie. À Sète, la mer charrie encore les échos des chansons de Georges Brassens. Sur le port, on fredonne les copains d'abord comme une prière laïque, un hymne au bonheur simple.
Chaque année, entre 50 000 et 81 000 visiteurs viennent se recueillir sur sa tombe au cimetière du Pi, face à la plage de la Corniche qu'il évoquait dans sa célèbre supplique pour être enterré à la plage de Sète. Et pourtant, derrière la quiétude apparente de ce lieu de mémoire, la guerre autour de son héritage continue de diviser les vivants. Depuis plus de 40 ans, Brassens est partout, dans les manuels scolaires, dans les documentaires, dans les cœurs de plusieurs générations. Son image d'homme libre, franc et tendre, a résisté au temps. Les mots qu'il posait sur la société, contre la bêtise, l'intolérance, les faux-semblants, sonnent encore d'une actualité brûlante. Et c'est peut-être là le paradoxe. Plus le temps passe, plus son œuvre grandit et plus son héritage matériel devient convoité. À Sète, l'espace Georges Brassens, inauguré en 1991, incarne cette volonté de transmission. Dans ce musée sobre et émouvant, on peut écouter sa voix, feuilleter ses manuscrits, revoir ses guitares. L'endroit est pensé comme une conversation intime entre l'artiste et ceux qui l'aiment. Mais l'affaire judiciaire des 404 lots a suspendu cette harmonie. Plusieurs pièces qui auraient pu rejoindre les vitrines du musée dorment désormais dans des coffres judiciaires. Nous ne voulons pas que Brassens soit démembré, déclarait récemment le maire. Nous voulons rassembler, pas diviser. Le problème, c'est que Brassens lui-même refusait l'idée d'un culte ou d'une institution autour de sa personne. « Je n'ai jamais eu la vocation de monument », disait-il avec son humour sec. Il voulait rester un homme parmi les hommes, un artisan des mots, pas une statue figée sur la place publique. Son esprit libertaire se méfiait des commémorations officielles, des discours et des médailles. Pourtant, malgré lui, la France l'a érigé en trésor national, en patrimoine vivant. Son héritage immatériel, lui, ne souffre d'aucune contestation. Ses chansons continuant d'être diffusées dans les écoles, réinterprétées sur scène, célébrées dans les médias. Des artistes de toute génération, de Renaud Azaz, en passant par Thomas Dutronc ou Vincent Delerme, revendiquent son influence. Brassens reste la preuve qu'on peut être à la fois populaire et profond, drôle et subversif. Dans un monde où tout se consomme vite, il demeure un modèle de sincérité. Mais l'affaire, Casani-Ontaignante, rappelle une vérité plus crue. La mémoire d'un artiste ne se résume pas à ses disques. Elle se niche aussi dans les objets, les manuscrits, les gestes du quotidien. Ce sont ces traces concrètes, ces reliques, qui font naître les passions et les conflits. En refusant d'appartenir à quelqu'un, Brassens appartient désormais à tous. Et c'est précisément cette universalité qui rend son héritage si difficile à partager. Au fil des ans, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une solution publique. Certains plaident pour la création d'une fondation Brassens, indépendante des familles, afin de gérer son œuvre et ses biens dans un cadre transparent. D'autres suggèrent que l'État classe la collection en trésor national, empêchant ainsi toute vente privée. Ces propositions, encore à l'étude, montrent combien le chanteur reste un enjeu culturel majeur. Pour Serge Casani, le combat continue, mais il se veut pacifique. « Je ne veux pas de guerre, je veux juste que mon oncle repose tranquille », a-t-il confié à la Dépêche du Midi. Il souhaite que les objets soient un jour rassemblés dans un lieu unique, à Sète, sa ville natale, là où tout a commencé. Françoise Ontaignante, de son côté, se dit prête à un compromis. Je ne veux pas que tout disparaisse dans les procédures. Si l'État veut les racheter pour les exposer, très bien. Ce que je refuse, c'est l'oubli de discours différents, mais une même douleur, celle de voir l'amitié et la mémoire transformées en procès. Et pendant que les tribunaux s'enlisent, la mère, elle, ne juge pas. Elle continue de murmurer les refrains d'un homme qui avait tout dit avant de partir. Dans un monde obsédé par les héritages, Brassens avait laissé une leçon simple. La liberté ne s'hérite pas, elle se vit. Ces chansons sont devenues une part de notre conscience collective, des fragments d'humanité transmis sans contrat ni testament. Peut-être est-ce là le vrai héritage de Georges Brassens, celui qu'aucune justice, aucun papier, aucune querelle ne pourra jamais confisquer.